Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau cycle de webinaires nationaux consacrés au contrat de relance et de transition écologique organisé avec nos partenaires de l'Association des directeurs généraux des communautés de France. Ce webinaire, est aussi organisé avec le CEREMA. Nous aurons l'occasion de revenir sur son déroulé. Juste pour moi, le temps de vous rappeler le mode d'emploi de nos webinaires. Même règle qu'en 2021. Pour intervenir et participer, vous aurez plusieurs possibilités. La première, c'est de cliquer sur l'icône « Lever la main », ce qui vous permettra ensuite d'échanger directement et de poser vos questions et d'intervenir. Autre possibilité, si vous souhaitez poser des questions ou proposer des remarques tout au long du fil du webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions dans l'icône « Questions et réponses » ou alors, vous le faites déjà, d'intervenir par écrit dans le chat, la discussion. Un webinaire qui devrait nous amener jusqu'à 10h30, peut-être un petit peu plus de 10h30, 10h45. Je vous propose de démarrer tout de suite. Sébastien Martin, je vous laisse la parole pour introduire notre webinaire. Merci Romain, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire, comme ça a été indiqué, qui est organisé avec nos partenaires de la DGCF et du CEREMA. Je salue le directeur du CEREMA, Pascal Berthaud, et puis j'ai une pensée amicale aussi pour le président de la DGCF, Yvonique Ramis. Voilà deux structures avec lesquelles Intercommunauté de France travaille en parfaite collaboration et coopération et en confiance. Vous présenter mes meilleurs voeux aussi pour cette nouvelle année. Ici à Chalon-sur-Saône, il fait beau. J'espère que c'est un éclairci qui va durer et que nous allons enfin avoir un peu le bout du tunnel. L'année 2021 a été marquée vraiment par le déploiement des programmes, du programme entre guillemets CRTE, des contrats de relance et de transition écologique. Vous savez que c'est quelque chose, cette idée de contractualisation, de contrat global, même si aujourd'hui elle peut générer des questionnements, des interrogations, des mises en place parfois compliquées, mais c'est tout l'objet d'ailleurs de ces webinaires. C'est quelque chose que nous avons toujours encouragé dans une nouvelle relation entre l'État et les territoires. Je tiens à souligner aussi que c'est la première fois qu'on a une telle ampleur de politique contractuelle. Nous avons eu par le passé des différents contrats portés par un ou deux ministères. On a vu les contrats de transition écologique, on a pu voir des contrats de ruralité, mais des contrats assez globaux avec une vocation interministérielle et avec des enjeux pluriannuels, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que là, il y a encore du travail, avec des enjeux comme cela portés à l'échelle de l'ensemble du territoire national, à part éventuellement les contrats de plan, mais là, on est quand même dans quelque chose de très, très particulier. Je crois que c'est quelque chose, un mouvement, en tout cas, assez nouveau. Il reste bien sûr des défis à relever. J'en parlais à l'instant, la pluriannualité budgétaire et la pluriannualité des engagements. Car on ne peut pas imaginer signer des contrats. C'est comme si tous les ans, on se remariait dans un couple. Un contrat, c'est fait pour plusieurs années. C'est basé, dans notre idée, sur le projet de territoire. Et je n'ai pas connaissance d'élus qui aient construit leur projet de territoire pour un an. Nous avons toutes et tous construit des projets de territoire, au moins pour la durée de nos mandats, voire au-delà, généralement avec des visions à 10 ans ou 15 ans. Et donc, on ne peut pas imaginer d'avoir en face une signature qui ne s'engage que pour un an. Il y aura bien évidemment la capacité de l'État à faire beaucoup plus d'interministériel dans cette affaire. Mais je ne doute pas que Marc Chapuis, qui interviendra tout à l'heure, pourra nous en dire un mot justement au nom de l'État, de la capacité des territoires à animer ces contrats. Je crois beaucoup à la nécessité d'ingénierie, pas forcément simplement technique, mais d'ingénierie d'animation de ces contrats, d'animation des projets de territoire pour faire vivre, bien évidemment, ces contrats. Et puis, il y a aussi, et c'est souvent d'ailleurs à peu près les mêmes personnes qui sont chargées de cela dans les territoires, toute l'articulation qui peut être faite avec l'ensemble des autres démarches structurantes de financement, comme sont le contrat de plan dont je parlais, ou surtout les fonds européens. Et d'ailleurs, Intercommunauté de France travaille sur la question de la mobilisation de ces fonds européens. C'est ce qui nous a amené donc à écrire au Premier ministre, et vous avez sans doute vu que le Premier ministre avait publié il y a une semaine maintenant une nouvelle circulaire sur les contrats de relance et de transition écologique, donc invitant à finaliser la carte de ces CRTE, enfin surtout à finaliser la signature de ces CRTE, et pour la première fois parlant d'une annexe financière pluriannuelle.
Je crois que c'est une avancée qui est importante à noter. Nous avons également signé un accord cadre la semaine dernière avec Barbara Pompili parce que si on veut que les CRTE soient une réussite, il est important que ce ministère-là, qui a encore beaucoup une logique d'appel à projet, je disais à la ministre la semaine dernière que si on comptait, il y avait à peu près eu un appel à projet tous les 3 jours et que c'est un petit peu antinomique de la notion de contrat. C'est la raison pour laquelle nous avons signé un accord cadre avec ce ministère pour l'engager encore plus fortement dans ces CRTE. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de valoriser un document qui a été réalisé avec le CEREMA sur la base d'une dizaine, pas une dizaine, mais 10 territoires, qui sera présenté un peu plus en détail par justement les équipes du CEREMA. Tout au long du premier trimestre, nous aurons l'occasion de travailler encore avec vous sur la méthode, mais aussi sur le contenu des contrats, sur les enjeux de rénovation énergétique et d'énergie renouvelable, qui seront au programme du second webinaire début février. Puis, nous travaillerons sur la sobriété foncière et les sujets de santé ou d'industrie lors de webinaires qui sont à venir. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voulais vous dire en introduction. Sachez que, bien évidemment, cette logique du contrat est exigeante. Elle sort un peu de la logique du guichet, mais il me semble qu'elle est sans doute beaucoup plus satisfaisante si nous voulons penser à un aménagement du territoire qui soit basé non pas sur des injonctions contradictoires descendantes, mais bien sur la volonté des élus de dessiner l'avenir de leur territoire au regard des grands enjeux qui se posent aujourd'hui. Merci à toutes et à tous et encore une fois, meilleurs. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous propose peut-être de présenter les intervenants sur qui nous pourrons compter pour justement enrichir et animer ce webinaire. Je partage. Et je vous les montre à l'écran. Nous aurons donc les interventions de Pascal Berthaud, vous êtes directeur général du CEREMA, de Florence Border, vous êtes directrice de projet stratégie de transition également au CEREMA, et c'est ensemble que nous avons réalisé le document que nous vous présenterons ce matin. Jean-Pierre Servant, vous êtes président de Onis Atlantique. Alain Vernis, vous êtes vice-président de la communauté de communes entre Allier, Bèvres et Loire. Alix Druja, vous êtes directrice stratégie territoriale de COSEN Aglo. Et enfin, Marc Chapuis nous rejoindra. Marc Chapuis est directeur adjoint du cabinet de Jacqueline Gouraud, ministre de la cohésion des territoires et de la relation avec les collectivités territoriales. Dans l'attente peut-être que Marc Chapuis se connecte, Pascal Berthaud, je vous propose peut-être de prendre la parole. Votre micro est coupé. Voilà. C'est bon. Ne jamais oublier de brancher le micro. Bonjour à tous. Je vous présente bien évidemment à tous mes voeux pour cette année 2022. Et puis effectivement, cette activité sur les CRTE qui est en train de décoller assez fortement, comme l'a expliqué Sébastien Martin. Je suis particulièrement content de pouvoir intervenir aujourd'hui. D'abord, effectivement, dans l'organisation de ce séminaire avec Intercommunalité de France. Vous savez que le CEREMA travaille fortement, évidemment, avec Intercommunalité de France. Et les choses vont largement évoluer puisqu'il est prévu statutairement dans la loi 3DS que le CEREMA devienne un organisme autant des collectivités que de l'État. Et c'est pour nous, donc, évidemment, une grande satisfaction de pouvoir travailler ensemble. J'ai aussi une grande émotion personnelle d'intervenir dans ce séminaire sur les CRTE. Il se trouve que j'ai été en 2017 le premier coordinateur interministériel pour les contrats de transition écologique. On avait à l'époque inventé complètement les CTE première version. C'est devenu les CRTE et je crois que là aussi, finalement, il y a énormément de chemin qui a été fait en quelques années et c'est très satisfaisant. Alors, le CEREMA, évidemment, c'est fortement impliqué dans les CRTE en partenariat avec l'ANCT. Nous avons travaillé effectivement sur une soixantaine de territoires sur la base d'une mission financée à moitié par l'ANCT, ce qui a représenté environ 1000 jours hommes de travail. Il nous a semblé intéressant, justement, à partir de ces 60 territoires, de capitaliser in itinéré l'expérience, particulièrement en examinant à fond 10 territoires parmi la soixantaine, avec finalement 2 objectifs. D'abord, inspirer d'autres territoires dans l'élaboration et l'évolution de leur CRTE, et puis d'autre part, évidemment, valoriser la démarche et l'outil CRTE en montrant tout l'intérêt
que ces territoires y ont trouvé. Alors effectivement, Florence va présenter un peu plus en détail les résultats. Ce qu'on constate, c'est de nombreuses avancées très intéressantes des territoires et que finalement, là où ça marche bien, le CRTE constitue la démarche phare du territoire. Sébastien en a dit quelques mots justement pour faire vivre le projet de territoire et de transition. Cela étant, on constate aussi une hétérogénéité des avancées. Et finalement, la réussite de la démarche CRTE, on voit bien qu'elle va se construire dans le temps, avec une évolutivité, avec un enrichissement au fil du mandat. Et je crois que c'est aussi tout l'intérêt de cette démarche, de ne plus être effectivement quelque chose de statique au tenté, mais bien effectivement un contenant qui va permettre de développer l'ensemble des politiques au fil du temps du mandat. Alors, bien évidemment, nous, au CEREMA, on poursuivra notre implication dans l'RCRTE. On voit que les besoins d'ingénierie, les besoins d'accompagnement, d'expertise sont énormes. Et donc, évidemment, avec la NCT, avec le ministère des collectivités, bien évidemment, nous poursuivrons non seulement l'accompagnement des territoires CRTE en 2022, mais aussi, effectivement, ce travail de capitalisation, de partage des éléments méthodologiques qui ont été déployés dans les territoires. Je crois que c'est souvent, en France, c'est souvent ce qui nous a manqué, c'est cette capacité justement de partager entre les territoires, d'aller diffuser les bonnes idées, les expériences positives. Et c'est vrai que le CEREMA, évidemment, souhaite et aura un rôle important en la matière. Voilà, je vais m'arrêter là et puis effectivement passer la parole à Florence Border qui pourra présenter un peu plus en détail justement les résultats effectivement de cette analyse, sauf à ce que Marc soit arrivé d'ici là. Merci beaucoup, Florence. Je vous en prie. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous présenter ça avec quelques diapositives. Voilà, donc effectivement, sur la soixantaine de territoires qu'on a accompagnés, on fait un retour d'expérience plus précis sur 10. Donc, ces 10 territoires, voilà, vous avez la carte là, donc en orange clair, il y a la soixantaine qu'on a accompagnés. En orange foncé, les 10 sur lesquels on a fait ce retour d'expérience. Et puis, j'ai mis en violet, là, ce sont les 2 territoires qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui et qui vont témoigner et vous faire part de leur expérience en direct. Donc, sur ce choix des 10 territoires, on a choisi des territoires assez variés, que ce soit géographiquement et puis aussi en termes institutionnels, puisqu'il y a très majoritairement des intercommunalités, mais il y a aussi quelques PETR ou pluri-intercommunalités. Donc, en termes de méthode, la manière dont on a fait pour ce retour d'expérience, c'est qu'on a mené des entretiens avec, d'une part, les élus de ces territoires, enfin, un élu de ce territoire et aussi un technicien, DGS ou DGA, ou chargé de mission du CRTE. Ces 2 entretiens ont été complétés par un entretien auprès de nos collègues du CEREMA qui ont accompagné ce territoire et également complétés par un entretien auprès de la DDTM, donc représentant de la DDTM. Alors, voilà, vous avez là en avant-première donc la couverture du document qui va sortir, qui retrace dans le détail cette capitalisation d'expérience et puis le plan avec les 6 dimensions d'avancée de ces CRTE dans les territoires. Et je vais détailler avec une diapo pour chacune de ces dimensions. Donc effectivement, il y avait vraiment des avancées très intéressantes qui ont été faites. Et aussi, du chemin reste à faire pendant les prochaines années pour réussir pleinement ces CRTE et j'espère qu'on continuera à y contribuer, bien entendu. Alors, sur les premiers éléments qui ressortent, donc, Sébastien Martin le rappelait en introduction, l'importance de la transversalité de contrat intégrateur, CRTE, donc transversalité entre politique, entre démarches, entre projets. Et là, je prends l'exemple d'un travail qu'on a réalisé avec le PETR Cœur de Lorraine,
Donc, eux, en quelques mots, au démarrage de leur CRTE, ils avaient 7 documents stratégiques qui cadraient leur perspective. Alors, il y avait un projet de territoire, bien sûr, d'abord, mais il y avait aussi un contrat de ruralité, un projet alimentaire territorial, un PCAET, etc. Et finalement, avec ces 7 documents, l'idée, c'était de rassembler tous ces documents stratégiques dans une seule vision. Et pour ça, on a travaillé avec eux à remettre tous les objectifs opérationnels de ces documents, de ces 7 documents, dans une seule et même grille que vous voyez là, avec en ligne 12 thématiques et en colonne 6 finalités. Cette grille, elle est issue d'une norme internationale de développement durable. En tout cas, ce qu'elle permet de manière très pratique, c'est de visualiser les points forts d'un projet. Et donc là, à l'intersection des lignes thématiques et des finalités, des grands objectifs de finalité, vous voyez le nombre d'objectifs stratégiques de leurs 7 documents initiaux. C'est-à-dire que plus le rond est gros, plus il y a un nombre important d'objectifs. C'est-à-dire que quand les ronds sont très gros, de couleur, c'est les points forts du projet. Donc, ça leur a permis d'avoir une vision d'ensemble des points forts de leur projet. Et puis, en creux aussi, hein, dans les ellipses orange, là, on voit un peu les creux du projet, parce que peut-être ce ne sont pas des priorités locales, il y a moins d'enjeux sur ces sujets-là, peut-être que ce sont des sujets traités par d'autres niveaux de collectivité, ou bien parce que ce sont des sujets sur lesquels on ne s'est pas encore penché, mais qu'il y aurait lieu d'inclure dans la consolidation du projet. Donc ça, ça a été une manière de travailler à ce contrat intégrateur pour illustrer cette thématique-là. Deuxième point, une fois qu'on a fini ce CRTE comme étant un contrat intégrateur, comment ça se passe concrètement? Alors, bien entendu que l'implication des élus, c'est la base de la construction du projet. Et que cette construction du projet CRTE, elle passe par soit la construction d'une vision stratégique, soit son actualisation, sa consolidation du projet de territoire. Ce n'est pas évident pour tous les élus communaux de construire une vision stratégique à l'échelle intercommunale. Donc, ça passe par pas mal de temps d'échange, de maturation, d'ateliers qu'on a co-organisés avec les territoires, avec eux, co-animés aussi. Et je pense que les 2 témoins nous raconteront également comment ils se sont impliqués collectivement dans la construction de ce projet. Ensuite, au-delà des élus, bien entendu, le CRTE est l'occasion aussi d'approfondir un dialogue territorial entre les partenaires institutionnels, alors au premier rang desquels l'État, qui est signataire, bien entendu, mais aussi un certain nombre d'acteurs locaux. Et là, Nice Atlantique pourra détailler aussi ce qu'ils ont fait. Là, j'ai remis un exemple de forum acteurs qu'on a organisé avec la communauté de communes du Doubs-Boumois. Il y a tout un tas d'acteurs extrêmement variés qui ont été impliqués et à qui on a posé un certain nombre de questions pendant ce forum. Ils étaient invités vraiment à s'exprimer, d'une part en réaction à la première stratégie qui avait été élaborée par les élus, et d'autre part aussi en les impliquant sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, en termes d'action pour contribuer à l'atteinte des objectifs déjà dessinés. Le point suivant, le CRTE, c'est aussi l'occasion, bien sûr, d'approfondir la transition écologique, d'aller plus loin dans ce chemin-là, de comprendre la transition vraiment comme un objectif qui croise toutes les thématiques et qui est transversal à tous les volets. Et là, j'ai mis un exemple sur le Pays des Nestes, où les ateliers avec les élus et les acteurs ont été l'occasion, d'une part, dans un premier atelier, de préciser les 3 grands enjeux par thématique, donc sous forme de diagnostic, de croiser ça avec les 3 grands objectifs de la transition, que sont la sobriété, la résilience, l'inclusion, et aussi d'ajouter à cette réflexion diagnostique une dimension prospective, et on a travaillé sur des unes de journaux fictives à 2050
que les participants à ces ateliers ont inventé et ont partagé, et qui a permis de sortir du quotidien pour se projeter dans le long terme et dessiner des objectifs stratégiques. Autre manière d'avancer dans la transition, et je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est une manière de prioriser les actions. C'est une question que se posent beaucoup de territoires. Et là, avec le PETR Cœur de Lorraine, on les a aidés, accompagnés en termes de méthode pour les aider à prioriser leurs actions. Ils en avaient une centaine. Ils souhaitaient en retenir moins dans leur CRTE. Et là, on a construit avec eux. Ils ont, eux, rempli ces grilles d'analyse action par action. Donc, je mets quelques extraits ici. Une première grille qui correspondait plutôt à une analyse une auto-analyse qu'ils ont faite de la pertinence de chaque action vis-à-vis du projet de territoire, mais aussi de l'ampleur de l'action, qu'elle ne soit pas trop petite, et de sa faisabilité. Et puis une deuxième grille qui était sur l'impact en termes de transition de ces actions autour de 7 critères, donc très simples, avec une analyse positive, neutre, négative, qui permettait, à l'issue de tout ce travail, de retenir les actions prioritaires au CRTE, d'autres à retravailler et enfin d'autres à voir pour plus long terme. Sur les avancées ensuite des CRTE sur la mise en œuvre concrète et le financement des projets, je ne vais pas détailler outre mesure ce point-là, simplement voilà, on a mis les financeurs d'un des contrats qui avaient identifié vraiment l'ensemble des financeurs de ce contrat de manière assez précise et signalé que certaines intercommunalités proposent à leur commune un appui en termes d'ingénierie financière pour aider à boucler les financements de certains projets inscrits au CRTE, que des DDT peuvent organiser aussi des tours de table financiers et qu'au-delà de l'investissement sur ces projets-là, il y a également besoin, bien sûr, d'ingénierie, d'élaboration, mais aussi pour la mise en œuvre de ces contrats. Dernier point, très intéressant qu'on a relevé, c'est que plusieurs territoires maintenant travaillent sur le suivi et évaluation de leurs projets et voient tout l'intérêt dans cette évaluation, qui est une auto-évaluation, dans la capacité que les outils d'évaluation donnent à piloter l'atteinte des objectifs, à communiquer sur les réussites aussi, à travers rapport d'activité, magazine de la collectivité, etc. Et puis à ajuster le projet aussi, ses objectifs, peut-être faire évoluer les actions, enrichir les actions, pour finalement être plus efficace dans cette action publique. Donc là, on a des territoires qui s'impliquent dans cette évaluation de manière très intéressante et avec lesquels on a travaillé des questions d'indicateurs assez pratiques pour évaluer les retombées des actions concrètes. Voilà, j'en ai terminé pour ces points. Merci de votre attention. Et puis, dans la suite, on aura l'occasion de répondre à vos questions, je l'espère. Merci à vous. Merci beaucoup, Florence. Et nous espérons très, très vite pouvoir vous transmettre l'intégralité de l'étude, ce document Focus. Monsieur Servan, Monsieur Vernis, peut-être avant de vous donner la parole et d'entrer dans le cœur de nos échanges et de vos témoignages au regard des premiers résultats de cette étude, je vous propose d'abord de passer la parole à Marc Chapuis, directeur adjoint du cabinet de Jacqueline Gouraud, qui pourra aussi revenir sur notamment la circulaire du Premier ministre diffusée la semaine dernière. Monsieur Chapuis, normalement, vous êtes en tribune, je ne sais pas comment on dit. Alors, et voilà, et on vous entend. Vous m'entendez, c'est formidable. Je ne sais pas si vous me voyez aussi. On ne vous voit pas, mais on vous entend très bien. D'accord. Alors, écoutez, d'abord, merci de votre invitation à m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je suis désolé d'intervenir entre deux présentations, mais ayant une contrainte dans quelques instants, je ne voulais pas manquer de l'occasion de m'exprimer devant vous et de vous dire d'abord que le bilan, j'ai entendu le président Martin nous faire en quelques mots un peu le bilan de cette première année de CRTE.
Je partage évidemment ce qu'il a dit. Je le partage d'autant plus que je voudrais saluer le partenariat qu'on a avec Intercommunalité de France, qui est vraiment un partenaire très engagé sur le déploiement des CRTE. On peut même dire que cette démarche a été largement souhaitée et peut-être même inspirée en partie par tous les travaux préalables d'une association comme Intercommunalité de France. Et donc, c'est vrai que se dire qu'en un peu plus d'un an, on a tout le territoire qui aujourd'hui est couvert dans un seul et même vecteur contractuel qu'est le CRTE, qu'on appelait dans le cadre de la loi NCT un contrat de cohésion, c'est-à-dire avec une dimension à la fois pluriannuelle, une dimension globale, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble des politiques publiques, et puis un même vecteur contractuel, qu'on soit en ville, à la campagne, outre-mer, en métropole, etc. C'est vrai que c'est la première fois et que, à l'heure où on se parle, on a plus de 650 contrats qui sont signés. On vise évidemment le fait d'avoir les 844 contrats, enfin plus de 800 contrats qui soient signés. En seulement un an, on voit qu'il y a effectivement une dynamique extrêmement puissante qui n'a pas de précédent connu pour construire un lien partenarial entre l'État et les collectivités du bloc local. C'est vrai qu'il y avait eu des précédents. Pascal parlait des contrats des CTE qu'il a préfigurés. Il y avait les contrats de ruralité. Mais c'est vrai que l'ambition, là, est bien différente puisqu'il s'agit de porter sur l'ensemble des politiques publiques dans lesquelles l'État peut intervenir sur un territoire sur 6 ans et sur la base d'un projet de territoire. Donc, de ce point de vue-là, il y a une très très forte dynamique qui est en cours partout. C'est pour nous un vrai motif de satisfaction et je dirais que pour une démarche aussi jeune, c'est extrêmement prometteur. Alors, j'entends aussi les points de vigilance qu'évoque Sébastien Martin. On a souvent parlé de la pluriannualité. C'est vrai que dans la circulaire du Premier ministre du 4 janvier, on rappelle que sur le côté pluriannuel, il existe des CPER avec un volet territorial dans les CPER qui permet de pouvoir se projeter sur plusieurs années, sur la durée du CPER, dans un certain nombre d'investissements structurants. On pense bien sûr à ceux qui relèvent de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, des transports un peu, enfin des mobilités un peu, mais ça sera complété puisque là on a une temporalité un peu différente. Et puis on a ce volet territorial sur lequel il y a des engagements de la part de l'État qui sont doublés par rapport à la génération précédente des CPER et qui permettent de pouvoir s'inscrire dans une logique pluriannuelle. Bien sûr, on aimerait aller plus loin. On aimerait s'engager dans une démarche où, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur un projet de territoire à 6 ans, l'État pourrait s'affranchir de l'annualité budgétaire dans la programmation des crédits. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, on est tenu par l'annualité budgétaire, donc on parle bien d'une maquette financière pluriannuelle indicative, et puis d'une maquette financière annuelle cette fois contractuelle, puisque, comme c'est le cas aujourd'hui, l'État peut s'engager en début d'année sur les investissements qu'il financera sur l'année civile en cours. En revanche, on peut tout à fait considérer dans un CRTE que la collectivité souhaite porter un volume d'investissement avec des opérations derrière, mais l'État, à ce jour, ne saurait s'engager que sur les crédits qu'il apportera l'année N, et il n'est pas prévu à ce stade. On peut le regretter, hein, on peut essayer d'infléchir cette tendance, mais on ne peut pas s'engager au-delà de l'année civile en cours. Donc, c'est un premier pas. C'est déjà beaucoup, je dirais, de s'accorder entre partenaires contractuels sur une liste d'investissements souhaitables. C'est aussi beaucoup de se dire qu'on va établir un lien partenarial pour travailler ensemble à obtenir dans la durée un maximum de financement pour que les opérations aboutissent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tenu par cette logique de l'annualité budgétaire. Un autre point de vigilance, on ne va pas se cacher, hein, c'est aussi de faire en sorte que tous les opérateurs publics, tous les ministères, aussi les autres collectivités, se reconnaissent dans ce nouveau lien
de territoire, dans cette logique de gouvernance assez horizontale de l'action publique. Et donc, pour ce qui concerne l'État, c'est vrai qu'il y a encore du travail pour qu'un certain nombre de ministères voient dans le CRTE un élément facilitant de leur action, voient dans le CRTE une manière finalement plus pratique, plus rapide aussi, de pouvoir intéresser les collectivités à leurs priorités. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille évidemment en interne à l'État, parce que les élus en particulier ont souvent regretté l'inflation de contrats, l'inflation d'initiatives, etc., qui fait qu'à chaque fois, on refait un diagnostic territorial, on refait toute une démarche contractuelle un peu fastidieuse. Là, l'idée du CRTE, c'est bien de s'inscrire dans ce partenariat existant, de s'adosser sur un projet de territoire qui a été conçu et pensé par les élus. Et à partir de là, je dirais, on peut du coup aller directement à la phase de déclinaison territoriale d'une politique nationale, le CRTE étant le cadre contractuel commun par lequel on va pouvoir finalement beaucoup plus rapidement accéder au crédit, accéder aux interlocuteurs sur une politique publique donnée. Donc, ça c'est pour les points de vigilance. Pour nous, à ce stade de la démarche, qui encore une fois, je le répète, est jeune, on réfléchit avec l'équipe CRTE de l'ANCT et du MTE. Je citerai en particulier Jérôme Guton, qui doit être à l'écoute et qui pourra répondre, j'espère, à vos questions tout à l'heure. Aujourd'hui, si je devais résumer en une phrase les enjeux qui sont devant nous pour l'année 2022, on en est au stade des bonnes résolutions. On a créé une infrastructure contractuelle ensemble. Cette infrastructure contractuelle, elle va bientôt couvrir l'ensemble du territoire et elle procède d'une même méthode qui a été proposée à tous les élus, à toutes les collectivités. C'est la méthode décrite dans la circulaire du 20 novembre 2020 et sur laquelle on apporte quelques complément dans la circulaire du 4 janvier 2022. Donc, c'est bien connu et je dirais, cette méthode, maintenant, elle est la même pour tous et elle doit être mise en œuvre, notamment par les préfets, de la même manière sur tous les territoires. Après, évidemment, vous savez que ce ministère, et Jacqueline Gouraud est très attachée à la différenciation territoriale, ce n'est pas parce qu'on a une même méthode qu'on va faire la même chose partout. En revanche, on va partir d'une même méthode, on va partir d'un même socle de travail contractuel et on va ensuite exprimer les choses différemment en fonction du projet territorial, en fonction des priorités définies par les élus, etc. etc. Mais cette infrastructure, elle existe. Et donc, tout l'enjeu des prochains mois, ça va être d'enrichir, de faire prospérer finalement ces projets de territoire et de les enrichir. Donc, on a deux grands sujets à ce stade, hein, et je soumets ça aussi à vos réflexions. Le premier, c'est de faire vivre le projet de territoire et de l'enrichir. On a été, je dirais, souvent bluffé de la qualité de certains projets de territoire sur lesquels, parce qu'on en était à la deuxième, à la troisième génération des projets de territoire, on a vu des démarches extrêmement poussées sur la participation citoyenne, sur la co-construction avec les acteurs du territoire. Il y a eu des choses formidables. Et puis, disons-le aussi, on a eu des projets de territoire qui ressemblaient davantage à une liste d'opérations et de projets à financer, sans réellement qu'il y ait eu une appropriation très très large au-delà des élus de l'intercommunalité ou des communes qui listaient un certain nombre de projets. C'est normal. Comment pourrait-il en être autrement compte tenu de la diversité des situations, la diversité des histoires intercommunales. Mais en partant de ce matériau, et je rejoins Pascal Berthaud sur la nécessité de capitaliser sur toute cette matière finalement qui est extraordinairement riche et dont on commence seulement à l'étudier et à la compiler et à en faire, je dirais, une matière aussi de travail pour nous tous.
L'enjeu, ça va être d'enrichir les projets de territoire et de trouver un certain nombre de thématiques sur lesquelles État et collectivités conviennent qu'il faut travailler ensemble. Alors, côté État, on est en train d'identifier un certain nombre de sujets. Si on parle de la transition écologique, il y a tout ce qui est lié à la limitation de l'artificialisation des sols. C'est un sujet qui, je dirais, préoccupe légitimement beaucoup d'élus. C'est un sujet majeur dans le cadre de la transition écologique. On a d'ailleurs adressé une circulaire au préfet il y a peu de temps pour expliquer que la limitation de l'artificialisation, ou ce qu'on appelle parfois le ZAN, ça ne voulait pas dire qu'on arrêtait d'artificialiser demain matin toute parcelle, ça voulait dire qu'on rentrait dans une trajectoire de baisse de l'artificialisation des sols, mais avec des échéances bien connues. Et donc, il nous semble qu'à l'échelle des périmètres contractuels que nous venons de créer, cette question du ZAN pourrait tout à fait utilement être mise à l'ordre du jour des travaux du représentant de l'État et des élus pour voir dans quels termes ça se présente. Un autre exemple, la question de l'accès aux services publics. Aujourd'hui, 5 ans après les SDASAP, les schémas départementaux d'accessibilité des services au public, qui ont été élaborés à l'échelle des départements, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses sur l'arrivée de la fibre ou de la 4G. Il s'est passé plein de choses sur la création d'un réseau comme France Service. Je pourrais multiplier les exemples. Comment se pose aujourd'hui la question de l'accessibilité des services au public à l'heure du télétravail, de la télémédecine, etc., etc. On a sans doute des réflexions à porter pour les élus que ça intéresse et peut-être à actualiser par rapport à des travaux qu'on a déjà conduits il y a quelques années. Je pourrais multiplier les exemples. On pourrait parler de santé, on pourrait parler de sport, on pourrait parler de plein de sujets. La seule chose que je voudrais dire, c'est que le projet de territoire est un point de départ. Il a été conçu par les élus. Il a été travaillé parfois beaucoup plus largement que les élus et l'État, mais avec l'ensemble des parties prenantes. Il serait intéressant qu'on le fasse vivre et qu'on puisse explorer un certain nombre de sujets de politique publique qui intéressent les élus comme ils intéressent l'État pour enrichir ce projet de territoire et faire en sorte que ce soit quelque chose de vivant sur lequel on continue à réfléchir. Nous, on est convaincus que les CRTE ont donné envie à beaucoup d'acteurs locaux, aussi bien dans les collectivités du côté de l'État, de réfléchir ensemble, d'élaborer une stratégie ou de la compléter, et que ce travail-là, il ne s'arrête pas avec la signature du contrat, et que, je dirais, d'ailleurs, il n'a pas attendu la signature du contrat pour s'élaborer. Il y a beaucoup de territoires où ça faisait bien longtemps qu'on élaborait des stratégies. Hein. Je ne fais pas du CRTE le point de départ de tout ce qui se passe dans le territoire, évidemment. Mais en tout cas, ça a pu encourager et susciter, c'est ce qu'on nous dit beaucoup quand on se déplace avec la ministre, une volonté d'avoir finalement cette démarche de réflexion un peu permanente et d'y associer aussi l'État. D'y associer l'État plus qu'auparavant. Donc, il nous semble que ça, c'est sans doute un point important sur lequel il va falloir qu'on apporte aussi des moyens, on apporte de l'ingénierie, on apporte l'accès à un certain nombre d'organismes. C'est en tout cas un des axes de travail de l'année 2022. Et puis, bien sûr, il va falloir aussi, du côté de l'État, faire vivre la relation partenariale et donc généraliser la démarche des maquettes financières, des revues de projets, des évaluations. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'au-delà de la signature du contrat, bien sûr, les élus puissent, je dirais, voir régulièrement le représentant local de l'État pour travailler avec lui et l'associer à leurs travaux. Si je prends un exemple récent de ce qui, semble-t-il, marche bien sur les territoires, on a toujours beaucoup de guillemets, je prends un programme comme Action Cœur de Ville, ce que nous disent beaucoup d'élus, c'est que ce qu'a apporté de précieux Action Cœur de Ville pour leur commune, c'est cette capacité
d'avoir des interlocuteurs réguliers en référence au projet qu'ils mènent. Les projets, ils ne sont pas forcément neufs, ils sont dans la tête des élus depuis longtemps. Ce qui a pu changer de positif dans un programme comme Action Cœur de Ville, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on invite le sous-préfet ou le préfet, le représentant de la Banque des Territoires, Action Logement et d'autres, eh bien, ils viennent. Ils viennent et ils sont concernés, ils sont engagés aux côtés de la collectivité pour faciliter la réalisation de leurs projets. Voilà. Et ça, finalement, ce n'est pas tant une question de moyens financiers. Bien sûr, il faut des moyens financiers et quand ils viennent, c'est la bonne nouvelle, mais c'est aussi le fait que les interlocuteurs se sentent directement concernés, régulièrement concernés par l'avancée des projets de la collectivité. Et donc, ce qui marche sur Action Cœur de Ville doit pouvoir marcher sur l'ensemble des politiques publiques, avec pour les élus des interlocuteurs côté État qui sont présents, qui sont, je dirais, non seulement à l'écoute, mais qui sont engagés aux côtés des élus pour la réalisation de leurs projets. Voilà. Je dirais en conclusion que tout ça, ça prendra du temps, ça ne va pas se changer en 12 ou 18 mois, et c'est pour ça que je parle d'infrastructure contractuelle. On a commencé à construire quelque chose, on l'a d'abord proposé aux élus, on a eu la vraie satisfaction de voir que les élus de l'ensemble du territoire étaient intéressés et accueillaient positivement cette démarche. Un an plus tard, on a consacré ça dans des documents contractuels qui sont encore une fois un point de départ. L'enjeu des prochains mois et des prochaines années, ça va être de montrer toute la plus-value de cette démarche pour, in fine, qu'il y ait plus de projets qui sortent, pour, in fine, qu'il y ait plus de moyens publics qui aillent sur les territoires pour concrétiser davantage de projets. C'est bien ça le but. Et donc, il nous semble que cette méthode, elle doit permettre, in fine, d'orienter plus d'argent public et par rapport à des priorités qui sont celles des élus avant tout. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette démarche. Voilà. Une démarche comme aujourd'hui et tous les webinaires qu'organise Intercommunalité de France, c'est très important pour nous. L'ANCT fait aussi plein de choses dans ce domaine et je voudrais les remercier de leur engagement total dans cette démarche parce que les CRTE, et je finirai par ça, c'est aussi une communauté professionnelle bien sûr, à commencer par les collectivités, les élus, les DGS, etc., les chefs de projet, évidemment l'État territorial, mais aussi tous les consultants qui sont intervenus et l'État a financé plus de 400 projets de territoire, enfin 400 accompagnements à l'élaboration de projets de territoire l'an dernier, donc c'est massif. Et cette communauté professionnelle, elle est extrêmement riche, à la fois pour repérer les bonnes pratiques, pour aussi pointer ce qui ne marche pas bien et du coup pour faire progresser un peu la démarche dans l'ensemble. Là encore, tout ce que l'ANCT aujourd'hui porte, c'est-à-dire les programmes d'appui et les CRTE également, ça repose en grande partie sur l'animation de communautés professionnelles et sur le fait d'enrichir en continu ces démarches, parce qu'on est sur des démarches agiles, hein, on essaye, on tâte, on réajuste en permanence, et c'est ça qui permet in fine d'orienter efficacement les moyens publics. Voilà, je ne veux pas être plus long. Si vous avez des questions sur la circulaire en tant que telle, je suis évidemment prêt à y répondre, puisqu'on y a évidemment très fortement contribué. En tout cas, je voulais insister dans la série des bonnes résolutions de 2022, un peu sur ces deux points, enrichir le projet de territoire et nourrir et animer cette relation de travail, cette relation partenariale qu'est le CRTE. C'est vraiment autour de ça que j'espère, début 2023, on constatera que la mayonnaise a pris et que, je dirais, il y a une inflexion assez forte dans la manière dont on travaille ensemble sur les territoires. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Marc Chapuis. Effectivement, les participants, vous aurez l'occasion de réagir, de poser vos questions tout au long du webinaire. Mais avant cela, peut-être je vous propose d'entrer un peu plus en détail sur la manière dont les intercommunalités se sont organisées pour justement réussir cette première étape, cette première année 2021 des contrats de relance et de transition écologique. Et pour cela, nous avons là aujourd'hui la présence de Jean-Pierre Servan et d'Alain Vernis. Je vais peut-être
commencer par vous, Jean-Pierre Servan. Ce qui est intéressant aussi entre vos deux intercommunalités, on le verra, c'est que vous avez un peu deux histoires intercommunales différentes, ce qui est tout à fait logique, ce qui fait que vous avez appréhendé de manière différente aussi le CRTE. Jean-Pierre Servan. Bien, oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, alors je suis un président de la communauté de communes Aunis-Atlantique. Aunis-Atlantique, c'est dans le nord, c'est le nord du département de la Charente-Maritime, donc entre La Rochelle et Niort. Et effectivement, juste après mon élection à la présidence de la communauté de communes, j'ai proposé de réaliser un nouveau projet de territoire. Nous en avions déjà fait un en 2015, avec un fil conducteur, la transition écologique. Autrement dit, je voulais donner à cette transition une dimension transversale pour recouvrir l'ensemble du projet. Cette réalisation en fait, s'inscrivait dans une volonté de consacrer la première année à l'élaboration de plusieurs documents cadres. Projet de territoire, mais aussi schéma de mutualisation, pacte de gouvernance et pacte financier et fiscal que nous sommes en train de terminer. Alors, avec le décalage des élections et la crise sanitaire, on a pris un petit peu de retard et la réalisation de ces différents documents s'est plutôt faite sur l'année 2021. Et au moment du coup de l'annonce de ce contrat de relance et de transition écologique, nous étions au début de notre démarche. Donc, le calendrier de mise en œuvre qui était proposé était le même et nous avons envisagé ce contrat de façon positive. Je trouve d'ailleurs que cette nouvelle façon de travailler avec l'État va dans le bon sens. Je partage complètement ce qui vient d'être dit depuis le début de cette réunion. Nous avions fait un contrat de ruralité sur le mandat précédent, mais là, comme il vient d'être dit, nous allons beaucoup plus loin. On est dans le partage d'une stratégie de territoire, un partage de suivi de projets, d'enrichissement, et donc évidemment tout ça a été plutôt bien vu. Alors ce qu'il faut aussi bien dire, c'est que cela nous a demandé un très gros travail, parce que nous avions de nombreux documents de planification stratégique. Nous avions un plan local d'urbanisme intercommunal que nous avions signé en 2021. Nous sommes sur l'élaboration d'un nouveau schéma de cohérence territoriale. Il y a la convention territoriale globale, la CTG, que nous menons avec la CAF, un contrat local de santé, nous avons un plan climat. Bref, il fallait qu'on mette en cohérence toutes ces stratégies, il fallait les structurer, les prioriser, les réinterroger au regard de ces grands enjeux environnementaux. Il fallait aussi permettre aux nouveaux élus de s'approprier ce qui est arrivé, de s'approprier toutes ces informations avec des sujets parfois pour les nouveaux complexes et techniques. Bref, pour nous, c'est vrai, comme vous voyez, le projet territoire et le CRTE ont été intimement liés. Et d'ailleurs, le diagnostic territorial y figure en intégralité. La stratégie qui a été articulée autour de 4 axes et de 14 enjeux est la même, et le programme d'action est aussi commun à ces deux documents. Par cohérence, nous avons aussi fait le choix de valider notre PCAET, notre plan climat, au même moment que le projet de territoire et le contrat de relance, et toutes les actions du plan climat ont été reprises à la fois dans le projet de territoire et dans ce contrat de relance. Alors, en synthèse, pour cette première intervention, je dirais deux choses. Je dirais que le contrat de relance, d'abord, nous a permis de conforter les objectifs initiaux. Il nous a aidés à placer la transition écologique au cœur de notre projet. Il nous a aidés à respecter le calendrier et donc à valider notre projet dès l'automne 2021. Et puis, il nous a aussi aidés à l'adhésion et à la participation des communes et des élus. Le projet, en quelque sorte, était conforté par un contrat qui était signé à la fois avec l'État et le département. Mais ce CRTE, comme il a aussi été dit tout à l'heure, et ça c'est aussi très important, va nous permettre d'aller bien plus loin dans le suivi de notre projet en lien avec les partenaires et va nous permettre aussi de bien travailler sur l'évaluation de nos actions. On va analyser toutes nos actions selon les 7 critères de la grille nationale. Finalement, comme il a aussi été dit tout à l'heure, je dirais que ce contrat de relance, c'est la traduction opérationnelle de notre projet de territoire. Et comme je l'ai dit aussi en introduction, je me réjouis de ce contrat dans sa capacité à changer en profondeur les relations et les habitudes de travail que nous avons avec l'État. Ce CRTE
c'est une feuille de route claire pour les années à venir, pour nos demandes de financement et ce partenariat avec l'État. Voilà moi ce que je peux dire de façon assez succincte, comment nous on a appréhendé et comment on a fonctionné sur cette année 2021. Merci beaucoup. Alain Vernis, je vous pose la même question. Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous, meilleurs vœux. Je suis entouré de Thérèse Davio, directrice générale des services, et de Virginie Perrault-Marcel, directrice adjointe, qui interviendront dans le temps imparti, il va de soi, sur des points qui caractérisent plus spécialement notre CRTE et qui peuvent de ce fait être intéressants pour nos interlocuteurs et interlocutrices. Alors, quelques mots de présentation de notre communauté de communes. Bienvenue dans le Bourbonnais, au centre de la France. Notre communauté de communes est située dans le département de l'Allier. Son nom, entre Allier, Bèbres et Loire, elle le doit aux 3 rivières qui l'abordent et qui traversent son territoire, ce qui est une spécificité. C'est un territoire rural, plutôt touristique, avec un tissu commercial et industriel, artisanal intéressant, un patrimoine important et riche. Alors, l'objectif, elle est née, cette communauté de communes, en janvier 2017, du regroupement, de la fusion de 3 EPCI, et elle regroupe 44 communes de ce fait, pour 25 500 habitants. Dès la naissance de cette communauté de communes, l'objectif prioritaire a été de créer une dynamique dans le développement et l'attractivité du territoire. De fait, ce que je vais vous dire jusqu'à la fin de mon intervention fait que pour aboutir au CRTE, tout ça s'est fait en plusieurs étapes chronologiques et indissociables qui, au fur et à mesure, j'aurais tendance à dire au fil de l'eau, ont enrichi le dispositif. Tout d'abord, alors ça a été précisé aussi bien dans la présentation que dans l'intervention précédente de mon collègue, le point initial, le point de départ en 2019 pour nous, ça a été de bâtir un projet de territoire avec, et nous ne le regrettons pas, bien au contraire, avec la volonté de prendre le temps, mais surtout la volonté d'associer le maximum de partenaires et de forces vives du territoire. Nous avons multiplié les interviews, nous avons multiplié les ateliers de concertation, les ateliers de réflexion, de manière à bâtir un projet de territoire structuré et précis. Alors, il faut le dire, nous avons bénéficié d'un accompagnement en termes de méthodologie et d'animation important du CEREMA et de la DDT. À l'issue de ce projet de territoire, 3 axes ont été retenus, 3 axes stratégiques spécifiques donc à notre ruralité: l'emploi, les services de proximité et le cadre de vie. Cependant, d'ores et déjà, en 2019, notre projet de territoire était amendé par des actions sur le développement durable et l'environnement. On avait déjà une feuille de route de base dans ces 2 domaines. Et on va voir qu'elle va s'étoffer au fur et à mesure de notre avancée dans nos différents contrats. Ce projet de territoire, alors c'est important, ça a été l'acte fondateur pour toute la suite en 2019. Alors très rapidement ensuite, nous avons décliné le plan climat et énergie territorial. Alors ce fut là aussi un travail important. On était dans le domaine, on est allé dans la précision, dans le détail, avec un partenaire qui existe sur notre département de l'Allier, qui est le syndicat départemental de l'énergie.
qui nous a grandement aidés. Nous avons décliné notre ambition en termes de développement durable en 6 engagements, hein. La transition énergétique, les énergies renouvelables, les mobilités, l'économie locale et circulaire. Donc tout cela est venu abonder notre projet de territoire initial. J'insiste assez lourdement parce que la cohérence de tout ce que l'on a bâti, elle vient de là. Et enfin, en 2021, effectivement, il est apparu le contrat de relance et de transition écologique. Autant vous dire que pour nous, alors même si dans un premier temps, moi le premier, hein, j'ai eu une réaction en disant on vient rajouter quelque chose par rapport au travail qui avait été fait précédemment. Très rapidement, j'ai été convaincu de la nécessité de ce CRTE pour un petit peu, c'est pas pour un petit peu, c'est pour globalement résumer tout ce qui avait été fait auparavant et en faire notre document de route. D'ailleurs, on le schématisait dans nos interventions de formation, d'information, par la construction d'une maison que peut-être vous allez projeter et qui est très révélatrice de la façon dont on a bâti ce CRTE. Tout ça pour dire au final que le CRTE, pour nous, ça a été surtout un travail de formalisation, de regroupement et de synthétiser tout le travail qui a été fait en 3 lignes directrices qui étaient dans la totale continuité des projets que nous avions menés auparavant. Là aussi, ce fut un travail énorme, structurant, et le CEREMA nous a à nouveau apporté une aide précieuse. Je vais passer la parole à Thérèse Davio pour vous donner quelques points de détail sur notre CRTE. Bonjour à tous et à toutes. Merci. Et je rebondis sur ce que M. Vernis vient de dire. C'est-à-dire qu'en travaillant sur les fiches actions du CRTE, et comme vous le voyez, la maison qui s'affiche, on a posé le toit, puisque les piliers sont le projet de territoire, le PCAET, les projets de la communauté de communes, donc on a actualisé dans ce projet de territoire, et bien évidemment le projet des communes, le socle étant le territoire des 44 communes. On a travaillé quand même au total sur 175 fiches actions. Donc, on sait que dans sa dimension la plus large, hein, la transition écologique, elle concerne tous les secteurs d'activité, hein, que ce soit le développement économique, culturel, social, de l'alimentation, du logement. On a pris conscience donc qu'il s'agissait d'un engagement fort et sérieux pour répondre aux enjeux de la transition. Donc, lorsqu'on a pris connaissance de la circulaire, on allait déjà vers l'achèvement du plan climat-air-énergie. On essayait justement de consolider avec le projet de territoire existant, cette feuille de route post-fusion. Donc, on a phosphoré tout de suite avec M. Vernis, Virginie, un autre collaborateur, et bien évidemment avec l'appui du CEREMA, pour définir exactement la méthode, pour savoir comment on allait finalement consolider tous les dispositifs, puisque c'est un contrat intégrateur, avec le projet de territoire, le PCAET et tous les dispositifs intérieurs que sont la CTG, le contrat local de santé, etc. Donc, presque naturellement, le plan de construction a émergé, c'est-à-dire une équipe cœur qui s'appelle le comité technique aujourd'hui pour définir les grands axes que M. Vernis vous a cités, un comité de pilotage en y associant tous les partenaires institutionnels, l'approbation du protocole d'engagement en juillet par l'Assemblée, les fiches actions des communes qu'elles ont élaborées en début août, l'actualisation des fiches de projet de territoire, l'approbation du PCAET en novembre, on organise une conférence des maires avant, fin septembre, et l'approbation du CRTE le 6 décembre. À aucun moment, le CRTE était considéré comme une formalité. C'était un projet, c'était dans la continuité de ce qu'on était en train d'élaborer. Donc, on est resté humble, on était tous convaincus qu'on serait tous acteurs, les élus et les agents. Donc, être motivé, volontaire, ça c'est une chose, mais pouvoir agir efficacement, ça c'en est une autre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mesuré l'ampleur du défi, ce qu'il implique comme changement de mentalité, de comportement, de mode de vie. On a compris la nécessité de répondre d'abord à un enjeu culturel. C'est l'enjeu clé de la transition écologique. Donc, on a décidé d'organiser une formation préalable pour être opérationnel.
Notre besoin, ce sont des clés, des outils pédagogiques pour mettre en œuvre l'ensemble des actions prévues. Donc, c'est pour ça que la première fiche du CRTE, c'est la fiche pilote qui est dédiée à la formation de l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre des actions de sensibilisation à la transition écologique. Les élus et les techniciens vont donc s'y engager. Une ou deux thématiques pour un peu concrétiser cette démarche. Apprendre à développer des compétences, par exemple, pour piloter les stratégies de la transition écologique et climatique, se faire accompagner sur l'aménagement et la mobilité durable dans le territoire, comment mettre en place un dispositif, un observatoire de recherche, de réflexion sur les moyens, sur les pratiques qui seront réalisables, bien évidemment, sur le territoire, etc. Voilà, j'en ai terminé pour la fiche pilote. Merci beaucoup. Merci de ce premier témoignage. Est-ce que parmi les participants, quelqu'un voudrait aussi partager la manière dont ils se sont organisés pour passer cette première année de mise en place, de mise en route du contrat de relance et de transition écologique? Donc là, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de cliquer sur la petite icône « Levez la main » ou alors de poser votre question, de partager votre remarque par écrit. Et sinon, on continue le dialogue avec les intervenants. J'ai juste quelques secondes. Alors, justement, je profite de la fin de vos interventions pour vous poser la question à vous, Jean-Pierre Servan, justement sur la transition écologique et le fait que ce contrat de relance et de transition écologique permet peut-être d'aller plus loin ou d'aller plus vite en matière de transition écologique. C'est ce qui vient d'être dit. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous sentez et que vous avez remarqué? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'intervention. Évidemment que les choses ont changé rapidement en un an, en quelque sorte, quoi. C'est vrai que si on reprend le précédent mandat, puisque j'étais déjà président de la communauté de communes à ce moment-là, on n'était évidemment pas du tout dans la même réflexion, dans cette forte volonté. Aujourd'hui, comme je disais, on sent que la volonté est partagée. Maintenant, il y a tout le travail de mise en œuvre. Et c'est vrai que cet accompagnement, ce travail avec le CEREMA, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure dans l'autre témoignage, mais ce travail en commun, État, CEREMA et tous, nous permet évidemment d'aller bien plus vite et d'aller et de réaliser un petit peu cette volonté, en tous les cas, que je souhaitais moi mettre en œuvre sur ce mandat. J'ai oublié de brancher mon micro. Mais justement, sur le partenariat que vous imaginez, vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots, M. Servan. Oui, alors voilà, ce qu'il faut bien dire, c'est que l'élaboration de contrats intégrateurs aussi transversaux, c'est un vrai défi pour les petites… C'est un vrai défi pour les petites intercommunalités comme la nôtre. En interne d'abord, on s'est réorganisé. On a créé une cellule ingénierie et on a créé aussi un poste de chargé de contractualisation. Alors, il faut savoir qu'on a une organisation interne spécifique, puisqu'en fait, on n'a pas de directeur général des services, on a une direction des services qui est assurée par un comité de direction constitué par les directrices des pôles, ce qui facilite la transversalité. Alors, l'accompagnement du CEREMA, on a eu la chance de bénéficier de cet accompagnement. Il nous a été fort utile, et je rejoins tout à l'heure ce que disait Mme Border, aussi bien par l'expertise que le CEREMA nous a apportée sur ces sujets de transition, mais aussi par l'aide à l'animation de la concertation. Alors justement, sur cette concertation, un petit mot. Cette concertation avec les acteurs locaux, nous, on avait un temps qui était très restreint. Et il nous fallait d'abord, ce que je disais, expliquer toutes les stratégies qui avaient été initiées sur le premier mandat aux nouveaux élus. Et ça a été notre priorité au moment du diagnostic. On a également réalisé une enquête auprès de la population pour mieux cerner les besoins et les attentes en matière d'équipement et de services. Et cette enquête nous a permis d'enrichir le diagnostic. Donc ça, c'est pour la partie concertation. Pour la partie animation, on l'a faite à différents niveaux. Tout d'abord avec les vice-présidents et plus largement avec les 20 maires. Notre communauté de communes, c'est 20 communes et donc 20 maires qui constituaient notre comité de pilotage.
les enjeux du climat, dans les grandes lignes, sont à peu près intégrés par tout le monde. Mais il faut maintenant changer la façon d'envisager le développement de notre territoire. Par exemple, tout à l'heure, monsieur Chapuis parlait de l'artificialisation. C'est une vraie problématique, l'artificialisation des sols, et cela nous oblige à repenser complètement notre développement économique, notamment en passant d'une logique, on avait cette logique foncière d'aménagement, et aujourd'hui, il faut aller vers une politique qui s'appuie sur la recherche de filières d'excellence, sur la valorisation des ressources locales, sur l'économie circulaire ou bien encore sur le développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on doit affirmer cette identité, la faire valoir. C'est facile à dire dans les faits, mais cela demande de la connaissance et même évidemment de l'exigence. Ensuite, quand on a voulu mettre en place, quand on est arrivé à la partie programme d'action, on s'est tourné vers les acteurs locaux. Il y avait eu le premier travail, comme je viens de dire, avec les élus. Ensuite, on s'est tourné vers les acteurs locaux. Et on leur a demandé de nous proposer des actions qui rentreraient dans ce cadre stratégique. Alors, on a obtenu le rapport, on a recueilli les apports par le biais d'un questionnaire, et ensuite, on a rencontré ceux dont les projets semblaient suffisamment structurants pour le territoire et répondaient évidemment aux enjeux stratégiques de notre projet. Par exemple, on a des actions intéressantes portées par des entreprises, juste chez nous. Par exemple, une action s'appelle « Accompagner la valorisation de la filière peuplier » sur notre territoire. Ensuite, on a aussi décidé d'associer de façon extrêmement forte deux acteurs locaux, le Parc naturel régional du Marais Poitevin et le syndicat de collecte des déchets. Et nous leur avons d'ailleurs demandé d'être signataires de ce contrat de relance du CRTE, puisque de nombreuses actions sont portées par ces acteurs sur notre territoire. Et puis, on avait aussi sur notre territoire deux communes labellisées Petites Villes de demain, donc qui sont également signataires de notre contrat. Et les actions stratégiques de ces deux communes sont inscrites et intégrées dans le contrat de relance et de transition écologique. Et puis, enfin, nous avons sollicité toutes les communes pour qu'elles puissent nous faire part de leurs projets structurants qui répondaient à la stratégie, et sur les conseils de la préfecture, tous ces projets ont été inscrits en annexe au CRTE. Voilà un petit peu, comme je dis, au niveau d'abord de la concertation et de l'animation, de la façon dont on s'est organisé pour la validation, pour la réalisation de ce CRTE. Merci beaucoup. J'en profite d'une petite question d'une des participantes à notre webinaire qui vous pose la question: est-ce que vous vous êtes appuyé sur le conseil de développement, si vous en avez un, pour justement mobiliser les acteurs locaux? Vous faites bien de le préciser. On a un conseil de développement, et évidemment, qui est associé à tous nos travaux. Oui, il y a un conseil de développement sur notre territoire. Très bien. Je vois que Dominique Peter, peut-être que j'écorche votre nom. Dominique Peter, vous souhaitez prendre la parole? Normalement, si vous ouvrez votre micro, nous vous entendons. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur, on vous entend très bien. Voilà, bonjour. Je suis vice-président au sein de la communauté de communes Loire-Luce-et-Bercé, en charge de l'environnement, entre autres. Voilà, ma question, elle est, en fait, vous avez répondu un petit peu, Monsieur Servant, en partie, là, dans vos interventions. Ce que j'ai constaté, effectivement, dans le cadre de l'élaboration de vos CRTE, c'est que d'une part, d'un côté, vous avez eu, dès le début de votre mandat, la mise en place d'un nouveau projet de territoire, si j'ai bien compris, avec un fil conducteur que vous avez inscrit, la transition écologique. Donc, je dirais que ce fil conducteur était, dès le départ de ce nouveau projet, qui s'inscrivait, si je comprends bien, tout à fait, en tout cas dans une grande partie, dans le cadre du CRTE. Dans l'exposé de monsieur Vernis, si j'ai bien compris, effectivement, cet aspect de transition écologique, vous l'avez inscrit dans une progression, modification, amendement de votre projet initial de territoire, si j'ai bien compris, pour prendre en compte cette dimension environnementale et de transition. Donc,
l'un et l'autre, dans vos démarches, il y a bien eu la prise en compte, certes initiale pour M. Servan, donc peut-être plus facile, si j'ose dire, en termes d'adhésion de l'ensemble des communes et des élus, et peut-être plus progressive pour M. Vernis. Enfin, dans les deux cas, je comprends bien enfin, je vois la méthode et grosso modo, c'est pour vous dire que au travers de vos exposés, M. Servan a répondu, mais M. Vernis, est-ce qu'il a rencontré, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Parce que tout est là quelque part. C'est pour un projet de territoire existant où effectivement l'enjeu de la transition écologique et tout ce qui gravite autour, c'est cette nouvelle prise en compte, nouvelle sensibilisation et qui effectivement devrait faire évoluer de façon stratégique le projet de territoire pour être vraiment en adéquation avec le contrat, enfin en tout cas ce que effectivement le contrat souhaite voir émerger stratégiquement parlant. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, en tout cas, je comprends bien vos stratégies, l'un et l'autre, sauf qu'au niveau de M. Vernis, voilà, ça m'intéresse beaucoup plus parce qu'effectivement, il y a eu une évolution. Et c'est ce à quoi on est confronté au sein de notre communauté de communes, c'est-à-dire que le projet territoire, au départ, ne faisait pas forcément ressortir cette dimension primordiale de transition écologique. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alain Vernis. Voilà, je vais apporter une réponse, une question qui est très pertinente, hein, puisque effectivement, nous avons été confrontés à ce cas de figure. Très, très clairement, le projet de territoire où il était intégré dès l'origine cet aspect écologie, développement durable, mais au même titre que des objectifs dans le domaine économique, dans le domaine des services. Donc, ça ne ressortait pas plus qu'un autre objectif. Ce qui nous a fallu par la suite, c'est un mot qui revient souvent dans mes propos, c'est convaincre. Convaincre et changer de vitesse. Et ça a été tout l'enjeu du PCAET qui a été développé par la suite, hein, et bien sûr la finalité du CRTE. Et d'ailleurs, Thérèse Davio, qui est intervenue sur la fiche pilote, qui est une fiche où on va aller et toucher tous les acteurs de développement dans ce domaine-là, de la transition écologique. Eh bien, c'est une fiche qui est extrêmement, pour nous, qui est essentielle, hein, et qui est la toute première fiche à développer. C'est la fiche qui va nous permettre de convaincre il faut bien le dire, hein, les personnes qui sont à convaincre, parce que au départ, tout ça a été porté par un groupe d'élus, un groupe d'agents communautaires, accompagnés par les instances, le département, l'État, mais qui n'étaient pas à convaincre, hein, qui étaient des convaincus. Et bien sûr qu'on a eu à se confronter, et on l'a encore, à des personnes plus en recul ou plus réticentes à ce développement. Donc, tout l'enjeu actuellement avec justement ce qui a été amené en termes de compléments et de précision sur le climat, le développement durable, etc. Tout l'enjeu dans les mois à venir, c'est de convaincre la partie qui reste encore à convaincre. Mais on va s'y attacher, on est optimiste sur le sujet. Nous sommes optimistes. Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Vernis. Il y a une autre aussi question très, très intéressante posée dans le chat, qui est la relation entre communes et intercommunalité et comment dépasser peut-être les craintes de certains maires quant à l'avenir des projets, les projets qu'ils portent. Et à ce sujet-là, justement,
Alix Druja, vous avez mené une initiative assez intéressante à l'échelle de votre agglomération pour justement identifier, hiérarchiser et peut-être même sélectionner l'ensemble des projets de maîtrise d'ouvrage communale et intercommunale et à inscrire au sein du contrat de relance. Alix, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas, Romain, c'est toi qui me donne la main sur la présentation ou... Là, tu peux. Là, je peux? Tu peux, oui. Là, je lance ma présentation, je vous la partage. Pardon, j'ai loupé au début écran partagé. Voilà, je fais ça. Voilà, c'est formidable. Et juste, j'en profite pour excuser, parce que je ne l'ai pas fait au début, j'excuse Isabelle Martin, qui est vice-présidente de l'Association des directeurs généraux des communautés de France, qui ne peut pas être avec nous ce matin, qui en est navrée. Voilà, j'en profite. Voilà, donc je pense que vous avez mon écran. C'est bon. Super. Donc, merci beaucoup déjà. Je suis ravie de participer à ce webinaire qui, à mon sens, participe en une diffusion de l'expérience et de l'intelligence territoriale qui n'est pas superflue compte tenu des innovations auxquelles nous devons faire face. Donc, au sein de COSEN Agglo, je rejoins un petit peu M. Servant dans son propos, c'est-à-dire que le report du calendrier électoral et de la mise en place des gouvernances a finalement permis qu'on mène de front plusieurs sujets qui, à mon sens, se tiennent et sont interdépendants les uns des autres. Donc, nous avons commencé par élaborer notre pacte de gouvernance parce qu'on avait une volonté, alors on était sur un changement de gouvernance structurelle puisque le président de COSEN Agglo a laissé sa place après près de 40 ans, je pense, de gouvernance de l'intercommunalité. Et une nouvelle présidente a pris la tête de COSEN Agglo et elle a souhaité renouveler le dialogue avec les communes en travaillant tout d'abord sur notre pacte de gouvernance. Et puis ensuite a émergé la question du projet de territoire et en même temps la question du contrat de relance et de transition écologique. Nous avons fait le choix d'élaborer dans une démarche conjointe à la fois notre pacte fiscal et financier, notre projet de territoire qu'on a appelé le projet de relance et de transition écologique, le PRTE, et notre contrat de relance et de transition écologique qui est le CRTE. On a fait le choix de mener une phase de diagnostic qui s'est passée par deux biais essentiels. Tout d'abord, un entretien qualitatif avec les élus du territoire pour comprendre quels étaient à leur sens les enjeux pour le territoire et ensuite la réalisation d'un diagnostic 360 qui est une démarche méthodologique que met également en place le CEREMA, mais pour des questions calendaires et de charge de travail. Nous avons travaillé avec Trackbel NJ et France Ville Durable sur cette question. France Ville Durable étant une association loi 1901 qui travaille sur la question de la transition et de la résilience et de l'adaptation au changement climatique et qui nous a été d'une aide précieuse dans la démarche d'élaboration du projet de territoire. Donc, ce diagnostic 360 a donné lieu à un bilan qui prend la forme suivante, à savoir l'étude des points forts et points faibles du territoire sur 6 domaines particuliers. Tout d'abord, la connectivité, la résilience, la productivité, l'attractivité, l'inclusivité et la circularité. Ce qui nous a permis de mettre en exergue des points forts et des points faibles du territoire avec des axes de travail intéressants à travailler et qui a servi de base à la réflexion des élus. Sachant que le travail des élus était de déterminer les axes d'intervention stratégique de l'agglo, puisque les élus sont là pour donner le cap de l'intercommunalité. Après, en tant que techniciens, nous nous sommes penchés sur les plans d'action. Donc, à la suite de ce diagnostic, nous avons consulté l'ensemble des communes pour l'inscription des projets municipaux cohérents avec les enjeux stratégiques identifiés par les élus dans le cadre d'un séminaire. On a également travaillé sur 6 groupes de travail thématiques qui associent à la fois des techniciens, des élus et de la société civile à travers notre conseil de développement. Des groupes de 20 personnes maximum de façon à ce qu'on ait une agilité, une capacité de dialogue. On les a réunis 3 fois chacun sur une méthodologie similaire, à savoir une première réunion consacrée à une phase de brainstorming,
puis une deuxième réunion pour la mise en cohérence avec le travail des autres groupes, parce qu'on a des actions qui relèvent de différentes thématiques et on pouvait avoir quelques redites ou quelques complémentarités. Donc, on a fait sur la deuxième réunion ce travail de mise en cohérence. Et la troisième réunion qui visait à valider le plan d'action proposé par le groupe de travail. Ensuite, nous avons travaillé, en tout cas les techniciens, sur la période estivale pour procéder à une modélisation par les pilotes des projets des moyens humains et budgétaires nécessaires à leur mise en œuvre. Sachant que l'idée était de ne pas avoir un projet de territoire qui soit irréalisable au regard des contraintes de moyens qui sont les nôtres, comme toute collectivité à l'heure actuelle, aussi bien en termes d'investissement qu'en termes de fonctionnement, notamment par le recrutement de moyens humains nécessaires à leur réalisation et à leur fonctionnement ultérieur. Donc, ce travail de modélisation a été fait sur la période estivale et nous sommes entrés ensuite sur le mois de septembre sur une phase de hiérarchisation et de priorisation. Donc, tout d'abord, on a défini avec les élus du territoire quels devaient être les critères de priorisation et leur pondération pour chacun des 6 champs d'analyse du diagnostic 360. Ensuite, nous avons défini les scénarios fiscaux et budgétaires dans le cadre de l'enveloppe disponible pour le projet de territoire au regard des discussions à l'œuvre dans le pacte financier et fiscal, puisque les deux sont interdépendants. Et ensuite, les élus ont arbitré sur la base de la hiérarchisation mise en exergue par les critères, sachant, et je vous les présenterai tout à l'heure, mais l'idée étant que ce ne sont pas les critères qui décident du projet de territoire de l'agglomération. En revanche, c'est un outil d'aide à la décision des élus. Si ensuite, pour des raisons politiques ou territoriales particulières, les élus ont souhaité faire remonter un projet, c'était bien entendu possible, mais cette critérisation visait un petit peu à objectiver la cohérence des projets proposés et des actions proposées au regard des enjeux identifiés par le diagnostic. Et enfin, nous avons bien sûr procédé à la validation du projet de territoire et donc du CRTE, en conférence de maire et en conseil communautaire, sachant qu'en fait, toutes les actions du CRTE sont inscrites au projet de territoire, puisque le CRTE est en fait la partie émergée et finançable de notre projet de territoire. Donc, voilà au niveau des critères. Alors, les élus ont été gourmands et ont retenu 33 critères. Ce qui, je ne vous le cache pas, a été un vrai bonheur pour moi, puisqu'il a fallu que je mette en cohérence 3360 notes sur les différents projets. Autant vous dire qu'au mois d'octobre, j'avais les yeux en bas des joues. Donc, on avait 33 critères qui chacun relevaient du champ de la productivité, de la circularité, de l'inclusion, de la connectivité, de l'attractivité et de la résilience. Sachant que sur la productivité, on est un petit peu sur la dynamique économique de notre territoire. Sur la circularité, on est vraiment sur la question de la préservation de l'environnement et de la qualité de l'environnement. Sur la question de l'inclusion, on est plutôt dans la dimension sociale des objectifs de développement durable, avec un souci que notre action réponde aux besoins de chacun. Sur la question de la connectivité, on est à la fois sur les questions de mobilité, mais également de numérique. L'attractivité, c'est la visibilité pour notre territoire, mais aussi la question du nombre d'usagers potentiellement concernés par une action du projet de territoire. Et enfin, sur la question de la résilience, alors on a la résilience un petit peu, je dirais, de premier plan, qui est la question des risques et de la limitation des chocs, mais on est aussi inclus dans ce cadre-là tout ce qui était relatif aux questions budgétaires, puisque préserver nos capacités d'investissement aujourd'hui, c'est aussi se permettre d'investir demain. Donc, réduire les coûts de fonctionnement en améliorant l'efficience de notre action et aussi un moyen de pouvoir continuer à intervenir demain. Donc, vous voyez que sur les différents critères, on arrivait sur un total de 83 points. Je ne vous fais pas le détail des cotations, mais sur certains critères, notamment sur la pollution, si on était sur un projet qui entraînait des pollutions, on avait des cotations négatives. On était sur du -1 ou -2 en fonction des différents critères.
Donc, on arrivait à un total potentiel de 83 points. Sachant que nous avions, en fonction du nombre de critères par domaine, une pondération qui ressortait et qui a été ajustée par les élus qui ont, par exemple, souhaité mettre plus l'accent que ne le prévoyait la pondération initiale sur la question de la connectivité. Et donc, ça leur a aussi permis d'arbitrer quelles étaient les priorités dans ces 6 axes pour leurs actions. Et comme vous le voyez, la première priorité a été la résilience. Et arrive ensuite en deuxième position ex aequo la question de la productivité et de la circularité. Cossain-Aglo étant traditionnellement un territoire industriel situé sur les bords de la Seine, j'ai oublié de vous préciser. Ça me paraît tellement évident et je pense qu'on rayonne tout le monde, tellement que tout le monde sait où nous sommes, mais nous sommes situés sur l'axe Seine entre Le Havre et Rouen. Donc voilà, donc sur cette base-là, on a pu arriver à une hiérarchisation de nos actions. Alors ça a été la hiérarchisation pour les projets de l'intercommunalité. Pour les projets des communes, on leur a demandé d'avoir, déjà on les a inclus dans nos réunions de groupes de travail, ce qui leur a permis de saisir les enjeux et la portée des axes stratégiques déterminés. Ensuite, on leur a laissé libre champ pour inscrire l'ensemble des projets qu'elles souhaitaient, sachant que l'intercommunalité se compose de 50 communes. Donc, on a reçu énormément de projets. On leur a ensuite demandé le même travail que nous, c'est-à-dire de les hiérarchiser et de les mobiliser, sachant que nous n'avons pas fait de censure sur les projets communaux inscrits au projet de territoire, puisque tous les projets qui nous ont été proposés rentraient en cohérence avec les axes stratégiques que nous avions définis dans le cadre des séminaires des élus. Donc, tout ceci a pour conséquence que sur le projet de territoire, nous avons 190 projets, 60 au titre de l'Interco et 130 au titre des communes. Alors, pas toujours des projets structurants, mais là encore, le caractère structurant d'un projet dépend aussi de l'angle sous lequel on regarde. Je vous prends un exemple très concret. Pour une commune, un city-stade peut être un projet structurant. Déjà, parce qu'au regard des capacités d'investissement de la commune, ça peut être le principal projet du mandat. Et puis, deuxièmement, parce qu'autour du city-stade, il peut y avoir un vrai projet d'animation de la commune et de réponse à un besoin d'équipement. Donc, voilà, on a des projets de différents dimensionnements. 142 d'entre eux ont été inscrits au contrat de relance et de transition écologique, dont 110 dès 2021, avec 80 fiches actions et 30 fiches projets, les fiches actions étant en fait plus matures en termes de modélisation budgétaire que ne le sont les fiches projets. J'ai trouvé intéressant, en synthèse, de vous faire un petit peu une répartition des actions selon leur domaine de résonance principale et la structure qui les porte, parce que je trouve que ça dénote bien aussi de la complémentarité entre l'intercommunalité et ses communes, puisqu'on voit que sur les champs de l'inclusivité et de la résilience, c'est essentiellement les communes qui ont des projets dans ce sens-là, que ce soit notamment en termes de résilience, des projets de mise en conformité avec les règlements de défense extérieure contre l'incendie, ou aussi des rénovations énergétiques de patrimoines communaux. Et dans le cadre de l'inclusivité, des projets à dimension plus sociale, qui aujourd'hui est un champ de compétences largement plus investi par nos communes que par l'Interco. En revanche, sur la question de la connectivité ou de la circularité, on voit que les communes sont moins impliquées parce que ce sont plus des domaines d'intervention de compétences de l'agglomération. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Bien entendu, en complément de ce qu'ont pu dire les intervenants précédents, nous avons une convention d'opération de revitalisation du territoire et nous avons 4 communes retenues dans le cadre du dispositif Petites Villes de demain. Toutes leurs actions ont été inscrites au projet de territoire et au CRTE dans un souci de cohérence du contrat et du projet. L'idée étant que ce soit un petit peu le fil rouge de l'action intercommunale sur le mandat à venir. Nous avons également prévu une clause de revoyure annuelle qui pourra permettre aux communes qui le souhaitent de pouvoir réajuster les projets qui auraient gagné en maturité dans le cours de l'année en raison de la conduite d'études ou d'un affinement de leur stratégie, mais qui pourra également permettre de recontractualiser avec l'État
sur la base des dotations annuelles, puisque je ne suis pas la seule, je vois, à le regretter, mais nous n'avons malheureusement pas de lisibilité pluriannuelle sur ces questions-là, ce qu'on ne peut que regretter, parce que c'est ce que l'État nous demande, une lisibilité pluriannuelle, et à contrario, nous n'avons pas le même retour. Voilà. Merci, Alix. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CRTE de Cossen-Agglo. Juste une petite question qui est posée dans le chat. Quand vous parlez d'élus du territoire, vous parlez, et notamment ceux qui ont participé à la réflexion sur les critères, il s'agissait des élus communautaires, mais aussi des maires, des élus municipaux. Alors, on a procédé par différentes sortes. À la base, on aurait aimé être beaucoup plus inclusif dans notre démarche. Malheureusement, la contrainte sanitaire s'est imposée à nous comme à chacun, avec une certaine limitation de nos possibilités d'échange. Donc, on a travaillé sur l'élaboration des critères. Déjà, on avait fait une proposition technique avec le directeur de France Ville Durable, Sébastien Maire, sur laquelle nous avions travaillé préalablement. On l'a soumise aux élus du bureau, puis en conférence des maires, avant de transmettre l'ensemble de nos réflexions à l'ensemble des conseillers municipaux du territoire qui ont pu nous faire un retour. Et on est passé ensuite par une phase de validation. J'ai oublié de vous le dire également, mais avant de faire valider le projet de territoire et le contrat de relance en conseil communautaire, nous avons réuni 3 conférences des conseillers municipaux, puisqu'on a un territoire assez vaste. Donc, on a territorialisé nos réunions, ce qui nous permettait aussi de limiter le nombre de personnes invitées aux réunions. On a organisé 3 conférences à destination des conseillers municipaux, où tous les conseillers municipaux du territoire étaient invités pour leur présenter la démarche du projet de territoire et du contrat de relance et de transition écologique, ce qui nous a permis de procéder à des derniers ajustements sur la modélisation de ces documents. Très bien. Merci beaucoup, Alix. Sur ce même sujet de la relation entre communes, intercommunalités et les différentes échelles, vous retrouverez aussi dans le document de capitalisation l'exemple du PETR de Cœur de Lorraine. Et vous verrez, c'est la manière dont ils se sont organisés. Mais je vois que parmi les participants, Philippe Lemaire, vous souhaitez prendre la parole. Je vous la donne. Il vous suffira ensuite d'ouvrir votre micro. Merci Romain. On vous entend. Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci d'avoir excusé Isabelle Martin, notre vice-présidente sur ce sujet, moi-même donc vice-président de la DGCF, qui a suivi pas mal de travaux autour des CRTE. Je souhaitais compléter, mais alors l'intervention d'Alix était tellement complète que finalement je me dis est-ce que je vais pouvoir ajouter quelque chose? Je vais peut-être essayer de répondre un petit peu plus à la crainte portée par certains maires de voir l'intercommunalité prendre le dessus finalement sur les choix. Le système qui a été mis en place par Alix sur Cossen-Agglo est quasiment le même que celui qu'on a mis en place donc, sur la communauté d'agglomération du Sicoval, au sud-est de Toulouse, 82 000 habitants, donc c'est à peu près sensiblement équivalent, hein, nos périmètres. On a également donc, mis en place une cotation qui est fondée sur les 5 grandes orientations de notre projet de territoire. Les 5 grandes orientations sur notre projet de territoire étant 5 grandes transitions. Transition démographique, puisque nous accueillons beaucoup de population chaque année. On a un taux de croissance extrêmement élevé. On est environ 2000 habitants en plus chaque année. Donc, voilà, c'est un sujet majeur. Ensuite, la transition écologique et énergétique, évidemment. La transition sociale et sociétale, la transition numérique et la transition économique. Donc, c'est chez nous, le projet de territoire repose sur ces 5 grandes transitions et on a un peu le même type de cotation donc, que ce que vous avez mis en place, donc un scoring sur chaque projet. Il y en a 300 au total entre ceux de l'Interco et ceux des communes. Par contre, on ne s'est pas substitué du tout au service de l'État pour faire le choix. C'est-à-dire que, en gros, on ne présente pas un document dans lequel on dit les projets prioritaires,
c'est ceux-là, et ils sont classés dans l'ordre et on mélange communes et interco. On a deux parties dans notre CRTE. On a une partie intercommunale avec les 80 projets intercommunaux portés par l'interco qui, eux, ont été classés, triés en fonction de quand ils vont démarrer, de leur impact, etc. Et on a tous les projets communaux. Et les projets communaux, on s'est contenté en fait de faire un classement en fonction de la commune, bien sûr, en fonction de l'année à laquelle ils démarrent et de l'année dans laquelle ils vont de leur programmation dans le temps. Et on a le scoring qui prend en compte l'impact sur les 5 grandes transitions, mais c'est juste pour aider nos services de l'État, en fait, à faire les choix. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à voir tomber des subventions, des ETR, des CIL, FNADT, sans savoir véritablement comment sont faits les choix chaque année, qu'on s'est dit, on va les aider, on va les accompagner, on va leur mettre un score pour chacune des grandes transitions et ce sont eux qui, derrière, feront les choix, mais au moins, ils le feront sur quelque chose de tangible et pas on ne sait pas. Voilà. Et donc, je suis peut-être un peu critique quand je dis ça, mais c'est vrai que habituellement, on ne sait pas trop comment ça se passe. Donc là, on a décidé surtout de les aider à travers cette méthode-là. Mais surtout, on ne se substitue pas à eux. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui faisons les choix. Si l'État décide de dire nous, on va plutôt favoriser les projets qui ont un score élevé sur la transition écologique et énergétique plutôt que les autres grands axes, c'est son choix. Si l'État dit cette année, on va mettre le paquet sur la transition numérique, c'est son choix. Et ce n'est pas nous qui, en fait, faisons ce choix a priori. Voilà. On ne fonctionne pas non plus sur un système d'enveloppe ou ce genre de choses. On laisse l'État faire les choix qu'il a à faire. Et nous, on fait juste que préparer le terrain. Romain, tu m'autorises? Oui, Alix, je vous en prie. Alors, Romain m'a dit très rapidement. Non, j'ai regardé un petit peu la discussion dans le chat. Il y a quelque chose qui m'interpelle et auquel je souhaiterais répondre, c'est la question de l'outil de suivi. Parce qu'en effet, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas faire un document de plus qui finisse au fond d'un de nos tiroirs et puis qu'on reprenne dans 5 ans en se disant, bon, alors, il faut qu'on fasse un bilan, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et tout l'enjeu, ça va être d'être agile dans l'adaptation de ce PRTE et de ce CRTE à l'évolution du monde dans lequel on vit. Et je pense que les 2 dernières années nous ont montré à quel point il pouvait évoluer. Donc, nous, on a décidé de mettre en place un suivi très régulier du CRTE. Et derrière, au-delà de la question des élus, et là, je m'adresse plutôt aux techniciens, mais c'est la question de l'animation, de la transversalité, parce qu'on le comprend bien dans l'inclusivité, vous avez différentes directions qui peuvent intervenir, etc. Et on a la chance, depuis maintenant 1 an et demi, de pouvoir bénéficier d'un système informatique qui nous permette une gestion assez poussée de cette transversalité. Alors, je ne fais pas de pub pour une quelconque entreprise, mais en gros, on a monté un site collaboratif sur lequel l'ensemble des projets est répertorié, où les pilotes, mais aussi les participants à la conduite de projet peuvent déposer des éléments au titre du comité de pilotage, du comité technique ou de documents transversaux ressources. Et surtout, pour les élus, mais aussi pour les services ressources qui n'ont pas le temps de tout lire, on a mis en place une fiche d'actualité projet que les pilotes de projet sont chargés de renseigner mensuellement, que l'ensemble des élus communautaires ont à leur disposition et où ils peuvent, en un recto verso, savoir quels sont les grands enjeux d'un projet, quels en sont les grands éléments budgétaires et calendaires, quels sont les partenaires du projet, est-ce que les subventions ont été sollicitées, est-ce qu'elles ont été accordées et quelles ont été les dernières grandes étapes du projet sur les 12 derniers mois. L'idée est que l'élu, au lieu en réunion de dire écoutez, je ne sais pas, je vais me tourner vers les services, je reviens vers vous, puisse en un coup d'œil, à travers l'accès à un site internet, être capable de dire à ses interlocuteurs où nous en sommes concrètement d'un projet et quelles sont les grandes étapes à venir. Donc voilà, je pense que l'animation de la transversalité va être un enjeu clé dans la vie des CRTE et des projets de territoire pour le mandat à venir. Voilà. Merci Alix, merci beaucoup Philippe. Nous sommes déjà très en retard, toutes nos excuses. Et je vois d'ailleurs que les remarques et les questions continuent d'être posées. Monsieur Vernis, Monsieur Servan, est-ce que pour conclure ce webinaire, est-ce que vous avez
une remarque particulière, une envie de réagir à ce qui a été dit aujourd'hui? Oui, pour ma part, en guise de conclusion, porter à connaissance 2-3 points clés qui me paraissent être des clés de réussite. On a beaucoup parlé dans la phase de diagnostic de la construction avec les acteurs locaux, avec les citoyens, avec toutes les forces vives de nos territoires. Il ne faut pas les oublier dans la continuité du projet, c'est-à-dire qu'il faut revenir vers ces mêmes acteurs pour les informer, pour aussi voir avec eux. Ça a été dit d'ailleurs dans les témoignages, l'évolution fait que ce CRTE, il doit être vivant. Et vivant dans le sens, il faut venir abonder par des évolutions et c'est essentiel. Pour les personnes qui en seraient au stade de démarrer dans cette démarche-là, je voudrais aussi insister sur le fait que le diagnostic est une étape essentielle. Il n'y a aucun de nos territoires qui ressemble à l'autre. Chacun a ses spécificités. Le danger, c'est de faire un peu du généralisme et de faire un peu du copier-coller. Ça, c'est une erreur fondamentale. Il est essentiel de prendre le temps pour faire un diagnostic précis, approprié à son territoire et y revenir si besoin. Et je terminerai en disant qu'une des clés de réussite, c'est aussi, ça a été dit également, le pilotage et le suivi des actions. Et pour ce faire, il faut avoir un comité de pilotage convaincu, qui soit moteur et qui mouille la chemise, pour résumer sur le sujet. Et c'est à ce titre-là qu'on avancera sur ce domaine d'environnement et de transition écologique. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Vernis. Monsieur Servan? Non, je crois que tout a été dit. Simplement, si je devais redire une chose, c'est cette histoire de pluriannualité de financement de l'État. Ça, c'est vrai que c'est une grosse question, évidemment, mais ça a bien été détaillé depuis ce matin. Mais c'est un sujet important, évidemment, j'imagine, pour toutes les collectivités. Et ça, c'est la phase maintenant sur laquelle il va falloir qu'on travaille avec nos partenaires. Merci, merci, Monsieur Servan. Florence ou Monsieur Berthaud, je vous laisse, si vous le souhaitez, dire un dernier mot de conclusion à notre temps d'échange de ce matin. Comme vous souhaitez, Monsieur Berthaud, si vous souhaitez... Non, j'avais un problème de micro, désolé. Écoutez, moi, je vais dire 2 mots de conclusion. Moi, je suis d'abord très impressionné, d'une part par l'assistance, par l'enthousiasme des intercos sur le projet, et de voir que finalement, il y a des bonnes idées partout, ça part un peu, ça pétarade un peu dans tous les sens, et ça, je crois que c'est assez formidable. Je crois que ça a été largement dit par nombre d'intervenants. On n'est qu'au début de l'histoire. C'est l'année 1, effectivement, d'une démarche qui va être particulièrement longue, particulièrement fertile, je crois. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai entendu ce matin, ça me laisse absolument enthousiaste et vraiment très optimiste sur ce qui va se passer dans les années qui viennent, parce qu'on voit bien que finalement, cette logique d'intégration de l'ensemble des projets sur un projet de territoire qui intègre effectivement ces questions de transition écologique, on voit effectivement que c'est profondément approprié par tous ceux qui sont exprimés, avec des voies choisies qui peuvent être différentes, mais quelque part, évidemment, avec des fondamentaux qui sont les mêmes. Et donc, voilà, moi, j'en retire vraiment
un très, très grand optimiste sur la suite de la démarche. C'était quand même un petit peu un pari au départ. Et donc, moi, je voudrais vraiment féliciter effectivement toutes les collectivités qui se sont engagées dans ces démarches, parce qu'on voit qu'on a des choses qui avancent vraiment beaucoup. Et puis, c'est le début de l'histoire. J'espère qu'on aura d'autres séminaires de ce type dans le temps, justement, pour voir comment ça avance, pour partager. Je disais tout à l'heure en introduction, la notion de partage, elle est absolument essentielle. En tout cas, pour nous, au CEREMA, c'est vraiment un des objectifs qu'on se donne, c'est justement d'être capable de capitaliser, d'arriver à repérer les bonnes expériences, à les partager. Et je crois que c'est comme ça que collectivement, on arrivera tous à avancer. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier l'ensemble des intervenantes et des intervenants de ce matin. Merci beaucoup de vos témoignages. Normalement, aujourd'hui ou demain, vous recevrez donc, vous, l'ensemble des participants, le document de capitalisation réalisé par le CEREMA en partenariat avec Intercommunalité de France et l'ANCT. Et prochain rendez-vous de notre cycle national de webinaires consacré au CRTE le mardi 8 février concernant les énergies renouvelables et la rénovation énergétique. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et à très bientôt.